avoir laissé la parole, que vous postulez à l'étranger, même si on est très proche de la frontière, même s'il faut quelques minutes pour passer la frontière avec le Léman Express. Donc on aborde une dernière conférence pendant environ une demi-heure. Gabriela, ça va ? 20 minutes. 20 minutes de conférence, et puis là vous aurez les trucs et les astuces qu'il faut faire et pas faire, et puis on a 10 minutes de questions-réponses à la fin, avant de conclure ce salon. Gabriela, c'est à toi. Alors, bonjour tout le monde, et bienvenue à cette dernière conférence de notre 18e édition des Journées transfrontalières. Et on va terminer avec une thématique importante pour n'importe quel candidat qui recherche un emploi en Suisse, surtout si c'est un candidat primo-frontalier, donc quelqu'un qui n'aurait jamais travaillé en Suisse. Comment rédiger un CV en Suisse? Attention, je ne vais pas vous expliquer comment rédiger de A à Z un CV, d'autant plus que si vous allez poser la question comment rédiger un CV, vous aurez à 10 personnes différentes, à 10 job coachs différents, vous aurez très probablement 10 points de vue différents. Là, je vais juste, en plus on n'a que 20 minutes à peu près, attirer votre attention sur les erreurs à ne pas commettre pour adapter, pour que votre CV soit vraiment adapté au marché de l'emploi suisse. Je démarre toujours par, comme le disait aussi Jean-Luc, par la notion, la Suisse est un pays étranger. Vous me direz, mais merci Gabriel. On le savait déjà. Si on sort de la maison pour entendre des notions évidentes comme celle-ci, ben autant rester chez nous ou nous promener ailleurs. Et pourtant, je le dis à chaque fois, pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, nous recevons des candidats qui, visiblement, n'ont pas forcément intégré cette notion. Et comme on le remarque, on voit que même leur dossier de candidature n'est pas du tout adapté à la Suisse. Et comme je dis toujours, un recruteur, un employeur est en quête bien sûr de hard skills, de compétences techniques. Ça c'est clair. Mais également de celles qu'aujourd'hui on appelle soft skills, les compétences sociales. Et parmi ces compétences sociales, on retrouve la compétence de l'adaptabilité, le fait de s'adapter justement à une nouvelle entreprise, à un nouveau contexte. Donc cette compétence est d'autant plus importante si, lorsqu'on doit intégrer, pas uniquement une nouvelle entreprise, mais un nouveau pays, donc une nouvelle culture de travail, des nouveaux codes de travail. Donc l'idée est d'adapter déjà en amont vos démarches de candidats, de recherche d'emploi, aux attentes des recruteurs helvétiques, qui ne sont pas forcément les mêmes que les attentes de leurs homologues en France. Vous allez de cette façon déjà envoyer un dossier de candidature compréhensible et en même temps envoyer un message rassurant au recruteur. Il va comprendre que vous avez compris que c'est à vous de vous adapter à un nouveau contexte et que donc ça sera à vous de vous adapter à une nouvelle culture de travail. Mais là, vous allez voir, hein, là c'est juste un préambule, vous allez comprendre le pourquoi quand je vais vous montrer un modèle de CV. Encore une petite parenthèse. À quoi sert un CV? Les CV est là non pas pour vous aider à décrocher un emploi, oui, dans le moyen terme évidemment, mais déjà il est là pour vous aider à décrocher un entretien d'embauche. Donc il faut que votre CV donne envie aux recruteurs de vous contacter, donne envie de connaître davantage votre parcours professionnel. Pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire votre CV? Il doit accomplir 2 missions. Déjà, la mission M majuscule, celle de vous mettre en valeur et de souligner votre l'adéquation de votre parcours professionnel, je dirais plutôt, avec le besoin de l'entreprise. Et le besoin de l'entreprise est normalement exprimé sous forme d'offre d'emploi. C'est votre carte de visite. Il doit montrer que vous êtes le candidat et que vous avez une valeur ajoutée par rapport à d'autres. Mais pour cela, et là c'est l'autre mission, votre CV doit être compréhensible, doit informer le recruteur. Donc le recruteur doit comprendre ce que vous écrivez dans votre CV. Encore une fois, vous allez mieux comprendre
avec le déroulé de la conférence. Mais gardez en tête ces deux notions. La Suisse est un pays étranger, c'est au candidat de s'adapter, et le CV est là pour accomplir la mission de vous mettre en valeur et souligner l'adéquation entre votre parcours professionnel et le besoin de l'employeur. Et il est là, donc, à la base, pour informer. Voici un modèle. Alors, on va, encore une fois, je vais juste souligner les aspects principaux, en fait, pour que votre CV soit adapté à la Suisse. Commençons par les coordonnées personnelles. Donc évidemment, le nom, le prénom, l'adresse. Donc vous êtes en train de postuler à l'étranger, donc indiquer le pays, France. Le numéro de téléphone, on a parlé déjà hier. Je ne sais pas s'il y avait déjà quelqu'un ici pour la table ronde et la conférence sur le marché de l'emploi en Suisse. Du coup, je vais quand même répéter tout ça parce qu'il y a certains parmi d'entre vous qui n'étaient pas là. Alors, si j'indique un 06 et j'ai encore des CV qu'on reçoit un entretien individuel, on n'a qu'un 06, un 07. Faisons toujours, je fais toujours cet exemple. Donc, admettons que moi, je suis RH. J'arrive, donc vous l'avez compris, je ne suis pas française, en tout cas pas encore, et en tous les cas pas d'origine. J'arrive de ma ville natale, Rome, et j'arrive à Genève, embauchée comme RH, sans avoir jamais vécu en France. Je vous assure, si on n'a jamais vécu en France, et si on est allé juste à Disneyland, Paris, ou je ne sais pas où, pour les vacances, on ne sait pas forcément que le préfixe international pour la France, c'est les 0033. Est-ce que vous connaissez forcément, je ne sais pas, le préfixe international pour appeler l'Italie? Pas forcément. Donc, j'arrive à Genève, je reçois votre CV intéressant, je veux vous appeler. Je compose un 06, le numéro que vous avez indiqué, quoi. Évidemment, je tombe sur un message d'erreur. Est-ce que vous pensez que est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'envie de comprendre pourquoi le candidat n'a pas été capable d'indiquer correctement ce numéro de téléphone? Surtout si j'ai une pile de CV à côté de moi. Non, votre CV prend la direction de la poubelle. Admettons également, toujours l'italienne, RH, mais qui habite en France, qui est frontalière et qui travaille donc à Genève. Donc, bon, je sais très bien qu'un 06, c'est un numéro français. OK. Mais, et là, je reviens sur la notion de principal. Quel est le message que vous êtes en train de me donner, de me transmettre? Ce n'est pas un message rassurant. Ce n'est pas le message d'un candidat qui a compris sa position et qui a compris la position qu'il aura une fois intégré mon entreprise. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est vraiment, si c'est moi qui le dis maintenant, mais je vais dire, je me base sur beaucoup de témoignages d'agences de placement, de chasseurs de tête qui travaillent en Suisse. Donc voilà, même si je sais ce que je dois faire, même si je sais qu'il faut rajouter le 0033, ça passe pas forcément bien. Ensuite, si vous avez un profil LinkedIn, indiquez-le et personnalisez aussi votre URL. Mais ça, c'est un conseil qui est valable aussi pour la France. Si vous êtes de nationalité française, en tous les cas ressortissant d'un pays de l'Union européenne, indiquez-le. Parce que pour être embauché en Suisse, si vous êtes justement si vous provenez de l'un des pays de l'Union européenne, la délivrance du permis G, donc du permis frontalier, c'est une simple démarche administrative, donc voilà, ça pose aucun souci. En ce qui concerne la photo, et ça je pense que c'est un conseil qui est valable aussi en France, si l'offre d'emploi demande une photo, on ne se pose pas la question, on obéit à l'offre. Si le CV, la photo n'est pas forcément demandée, vous n'êtes pas obligé. Par contre, si vous voulez insérer une photo qui soit de bonne qualité et qui montre de vous une posture professionnelle. On dit toujours pas de photos avec les lunettes de soleil, le palmier derrière. Moi, franchement j'ai aussi trouvé aussi parfois des CV, ça c'est surtout les hommes, ou qui font des selfies avec la caméra intégrée du PC.
Donc, bonjour la bonne qualité. Voilà. Ou encore, ça j'ai vu aussi ça, la copie des photos des pièces d'identité. Donc, je disais une photo professionnelle, mais une photo aussi qui donne envie de vous appeler. Et normalement, traditionnellement et légalement aussi, surtout en France, on est très exigeant à ce niveau-là. Je l'ai découvert en arrivant ici. Quand on prend une photo pour une pièce d'identité, ah bah, pas de sourire, c'est... Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une photo qui vous montre sous une bonne lumière. Donc, passez carrément par la case photographe. C'est un petit investissement qui est aussi intéressant parce que vous pouvez amortir cet investissement en utilisant la même photo pour d'autres supports professionnels comme par exemple LinkedIn. Après, on descend le cartouche. Donc, ça peut être considéré un peu comme le chapitre, l'intitulé encore mieux, de votre CV. On indique la fonction visée et les 2-3 éléments qui vous mettent en valeur. Je m'explique. Fonction visée, évidemment, si vous répondez à une offre d'emploi, pourquoi je dis si? Parce que vous pouvez très bien aussi envoyer un dossier de candidature spontanée. Là, la situation s'est compliquée un peu, mais bon, on n'a pas le temps pour aborder aussi ce sujet. Mais si vous répondez à une offre d'emploi, indiquez la fonction qui est exprimée dans l'offre d'emploi, tout simplement. Petite parenthèse, on vous conseille d'avoir un CV très détaillé à l'équipe. On peut même aller sur les 3 pages. En sachant qu'en Suisse, on peut aller sur les 2, on peut s'étaler sur 2 pages. Et un CV qu'après, par contre, on remanie, on retravaille à chaque fois qu'on répond à une offre d'emploi. Donc, on va changer également l'intitulé de la fonction. Évidemment, si ça correspond à votre parcours, on ne va pas inventer, on ne va pas répondre à des offres qui ne correspondent pas, ça c'est normal, sous-entendu, à notre parcours professionnel. Et attention également à l'intitulé, en fait, à la façon où, en Suisse, on nomme votre métier, qui n'est pas forcément le même qu'en France. Et là encore, je reviens sur la slide principale. Même si on parle la même langue, en tout cas je parle de la Suisse romande, on n'est pas forcément toujours sur la même terminologie. À vous de faire l'effort de comprendre si, par exemple, le métier que vous exercez se dit de la même façon en Suisse. Ça peut être, encore une fois, c'est déjà pour montrer que vous avez compris que la Suisse est un pays étranger, c'est à vous de vous adapter, etc., etc., etc. Mais c'est aussi pour une question très pragmatique, ça peut être très contraignant et bloquant votre recherche d'emploi. Je fais un exemple que j'ai fait hier aussi. Désolée pour la répétition pour ceux qui étaient là hier. Mais je préfère toujours donner des exemples concrets du vécu. C'est pas inventé. J'ai reçu il y a quelques années à l'accueil un candidat qui était assez étonné du fait qu'il ne trouvait pas d'offre d'emploi dans son domaine d'activité. Et il venait d'un autre département et je dis, mais vous cherchez dans quel domaine? Je suis kiné. Ah bah, bien sûr, j'ai compris immédiatement. Et je dis, bah oui, c'est normal. C'est pas qu'on n'a pas de kiné en Suisse, sauf qu'on ne les appelle pas de cette façon. On les appelle physiothérapeutes. Donc vous voyez bien, il pouvait insister longuement sur cette problématique qu'il n'allait pas trouver d'offre d'emploi. Et même s'il allait envoyer une candidature spontanée et qu'il allait garder dans l'intitulé fonction visée kiné, bah, quel est le message? Bah, il veut travailler chez nous et il ne sait même pas comment on nomme son métier. C'est pas bon signe, c'est pas un bon message. Après, en ce qui concerne les atouts, ce sont des informations que le recruteur va retrouver tout au long du CV. Donc, vous n'allez pas inventer des nouvelles informations. Mais ce sont les 2-3 points qui vous mettent en valeur. C'est les 2-3 points qui correspondent à votre valeur ajoutée. Pourquoi on les met tout de suite? Il faut être, comme je dis toujours, pédagogue et stratège avec un recruteur. Il faut les prendre par la main le recruteur et l'amener à lire ce qui vous met le plus en valeur, et ce qui vous met le plus en valeur, c'est ce qui répond le plus à son besoin. Exemple, vous avez déjà travaillé en Suisse. Évidemment, c'est un plus. On ne va pas vous le cacher. Mais pourquoi?
Parce qu'on connaît déjà l'environnement culturel suisse, comment dire, la culture du travail local, même le langage local, même le réseau, c'est quand même un plus. Indiquez-le. 10 ans d'expérience en Suisse. Même si le recruteur va retrouver cette information, parce qu'il va voir après dans le chapitre expérience professionnelle. Mais là, tout de suite, hop, vous allez attirer son attention sur un point qui a un plus sur votre CV. Ou bien, vous répondez à une offre d'emploi comme assistant de direction dans les domaines du bâtiment. Et vous avez déjà travaillé 10 ans dans le même domaine. Indiquez-le. Vous connaissez la terminologie technique, par exemple. Et il va le comprendre, il va le voir. Mais là, vous vous mettez en avant, vous valorisez ce point-là. Ou bien le fait de maîtriser plusieurs langues. Dans un canton, par exemple, comme celui de Genève, qui est fortement international dans le sens que voilà, il est siège de plusieurs ONG, d'organismes internationaux, de multinationales, c'est quand même, le plurilinguisme est quand même un élément intéressant. En tout cas, valeur ajoutée par rapport à d'autres candidats qui parleraient une seule langue. Après, on va dans... Alors, ici, je vous ai mis un modèle de CV par compétence. On n'est pas du tout obligé à suivre ce type de modèle. Cela peut être intéressant dans le cas de parcours un peu hétérogènes. Ça permet de donner une lisibilité de vos compétences. Mais on n'est pas du tout obligé. D'ailleurs, justement, il y a des job coachs ou des recruteurs qui sont favorables, ils sont assez fans de ce modèle et d'autres qui le sont beaucoup moins. Juste, je prends vraiment 1 minute seulement pour vous expliquer le sens de ce modèle. L'idée, c'est de ranger par catégorie vos compétences professionnelles. Donc, dans l'exemple que je vous montre, d'une assistante de direction, rangée par la catégorie administrative, management et gestion financière, les compétences de cette personne. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Par contre, sachez que pour nos adhérents qui sont en salle, ou nos futurs adhérents qui voudraient bien adhérer, parce que voilà, ça peut être intéressant pour eux de justement bénéficier de nos prestations. Nous proposons des rendez-vous individuels d'1 heure, en pouvant aller jusqu'à 3 rendez-vous. Et le CV va être normalement toujours le sujet d'ouverture du rendez-vous. Et on pourra justement vous conseiller si elle est plutôt sur un CV traditionnel ou un CV par compétence et vous aider également à l'approcher. Parce que le CV par compétence, c'est quand même un peu difficile, mais c'est très utile justement dans certains cas. Par contre, le chapitre expérience professionnelle est obligatoire, ça c'est évident. On va indiquer les expériences professionnelles par ordre antichronologique, donc en partant de l'expérience la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Déjà, vous indiquez évidemment la période. Alors, en France, encore, on met beaucoup selon l'année. En Suisse, il faut être précis. On indique au moins le mois. Mais pourquoi ? Je dis toujours que quand on comprend une règle, on l'applique plus facilement, en tout cas on la retient. Donc je voudrais bien expliquer le pourquoi de cette exigence. Le CV, à quoi ça sert ? Vous vous rappelez, je vous disais, vous mettre en valeur, mais pour vous mettre en valeur, il faut qu'il puisse en former. Il puisse être compréhensible pour le recruteur. À quel élément en fait, est intéressé le recruteur par rapport à la date ? Il est intéressé, il veut comprendre la durée de votre expérience professionnelle. En fonction de la durée, il comprendra aussi la solidité des compétences professionnelles qui ont été mobilisées pendant cette période. Si vous mettez par exemple de 2007 à 2008, cela peut indiquer 2 mois d'expérience. J'exagère, mais bon, c'est quand même possible. De décembre 2007 à janvier 2008. Ou bien, on peut aller jusqu'à 2 ans, de janvier 2007 à décembre 2008. Vous voyez, la durée n'est pas la même. Donc, évidemment, l'information que le recruteur retient sur vos compétences professionnelles, en tout cas celles que vous avez mobilisées pendant cette expérience professionnelle, n'est pas la même. Après, indiquer la fonction que vous avez exercée, ça c'est clair. Et encore une fois, attention, vérifiez bien que la terminologie soit la même en France et en Suisse. Indiquez le nom de l'entreprise, mais également, on vous conseille
d'indiquer le secteur d'activité. Pourquoi? Là encore, pour que l'information soit comprise. Exemple. Admettons, je suis l'RH qui cherche qui doit recruter un conseiller suivi après-vente ou bien suivi client. Voilà. Mais je cherche quelqu'un pour un client dans la grande distribution. Très bien. Vous avez travaillé 10 ans, autant que dans le service clientèle, dans les locaux de Casino, Annemasse. Point. Vous indiquez Casino, Annemasse, France, bien entendu. Si vous n'avez pas travaillé en Suisse, on indique aussi le pays. Et vous vous arrêtez là, à la limite, vous indiquez quelques missions. Moi, l'italienne, qui n'a jamais vécu en France et qui arrive à Genève, pour moi, vous avez travaillé dans un établissement de machines à jouer, pour jouer. Parce que quand je suis arrivée ici il y a 15 ans et qu'on me disait on va faire les courses à Casino, je ne comprends pas là. Pourquoi Casino? Il y a aussi un casino à Étrembières, donc voilà, confusion et c'est quand même. Je pense que c'était légitime. Pourquoi je fais cet exemple? Parce que par contre, si vous m'indiquez Casino, grande distribution, l'information que je retiens est importante et vous met en valeur. Je vois que pendant 10 ans, vous avez travaillé exactement dans les secteurs d'activité qui m'intéressent aujourd'hui. Vous comprenez ce que je... Encore une fois, je peux très bien être française, habiter à Annemasse depuis 20 ans, 30 ans, et ça va très bien. Mais là encore, déjà, on ne sait pas. On ne connaît pas la nationalité et l'origine de l'RH qui va recevoir notre CV ou du recruteur. Et après, c'est toujours une question aussi de montrer que vous vous adaptez et que vous adaptez votre CV au recruteur que pour vous étranger. Indiquez également, ça en France également, ça se fait pareil, évidemment, les missions que vous avez effectuées, mais essayez également d'être... comment dire, dans une information quantitative. Chiffrez aussi vos missions. Là encore, pour donner une information un peu plus claire, détaillée aux recruteurs. Encore un exemple. Assistante de direction. Je cherche une assistante de direction et l'assistante de direction, donc le candidat a une expérience dans l'événementiel, organisation d'événements. Donc, elle peut très bien mettre organisation d'événements comme mission. Très bien. Une chose, par contre, c'est si elle a organisé, par exemple, si elle organise un événement par an, le repas de fin d'année de l'équipe, même si c'est une équipe de 100 personnes, autre chose, s'il organise 2 fois par an des salons, comme celui-ci, par exemple, avec un nombre de visiteurs égal à 2000. Les compétences mobilisées ne sont pas les mêmes. En tout cas, la solidité, encore une fois, de ces compétences n'est pas forcément la même. Donc, la formation est plus précise. Après, on passe à la rubrique formation et diplôme, qui me fait toujours un peu sourire. Je vous explique pourquoi. Quand je suis arrivée en France, je pensais qu'être dans le système classique européen, licence, master, on s'arrête là, on se comprend, et basta. Et bien, j'ai commencé à découvrir un jungle d'acronymes, BTS, d'UET, de DU. Encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Après, c'est vrai que chaque pays a son système, ça c'est vrai. Mais justement, si on est étranger, on ne le comprend pas. Partez du principe qu'on ne connaît pas votre système scolaire. Et encore une fois, pourquoi on met cette rubrique? Pour prendre de la place dans le CV? Non. C'est pour que le recruteur puisse vous situer au niveau de votre formation. Mais si cette information que vous mettez, je ne la comprends pas, je ne peux pas vous situer, je ne comprends pas, donc ça tombe à l'eau. Donc, indiquez sans problème le nom de votre diplôme, même l'acronyme. Indiquez l'intitulé du diplôme, où vous l'avez obtenu, mais après, aidez le recruteur à comprendre. Indiquez l'équivalent. Ce n'est pas toujours facile, justement parce que chaque pays, après, quand même, a son système.
Mais l'idée, c'est de pouvoir vous situer par rapport au niveau de formation, donc donner à peu près cette équivalence. Exemple, pour un BTS, indiquer tout simplement équivalent suisse maturité, car on dit maturité en Suisse et non pas baccalauréat, plus 2 années d'études supérieures. Nous avons en plus, nous, du groupement, on s'appuie sur un réseau de partenaires assez important. Je vous invite, si vous avez un doute, par exemple, à aller contacter la Cité des métiers du Grand Genève, ou bien votre entourage, votre réseau. Ce n'est pas important d'indiquer vraiment le diplôme précis, parce que très probablement, il n'y en a pas. Mais juste le niveau, vous voyez, c'est cette information dont le recruteur a besoin. Après, langue. Alors, si vous êtes de langue maternelle française, indiquez-le. Vous oubliez souvent de l'indiquer. Et c'est important, si l'offre d'emploi est rédigée en français, c'est que normalement, vous allez travailler en français. Donc, en principe, je dis bien en principe, les personnes de langue maternelle française maîtrisent mieux la langue française que quelqu'un qui n'est pas de langue maternelle. Donc, c'est en plus sur votre CV, notamment pour des postes où la rédaction, par exemple, est importante, comme par exemple un poste d'assistant de direction. Les autres langues. Alors, aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, on a un référentiel qui nous aide à nous, situer au niveau du niveau de connaissance des langues. C'est un référentiel européen. J'ai l'impression que les jeunes utilisent de plus en plus ce référentiel. En tout cas, pendant mes vacances cet été en Italie, tous les jeunes que j'ai côtoyés me parlaient anglais. Je suis C1. Je dis, tiens, ça me fait plaisir. Ça commence vraiment à entrer dans les mœurs. C'est un référentiel du Conseil de l'Europe, donc elle est reconnue au niveau européen en tous les cas, et ça vous permet une haute évaluation de votre niveau de connaissance de langue. Il y a 3 niveaux, A1, E1, B, C, et chaque niveau 2 sous-niveaux, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Le niveau 1 étant le plus bas et le niveau C le plus élevé. Après, vous pouvez toujours passer par des organismes pour formaliser, en fait, avec des tests, ces niveaux, mais vous pouvez vraiment le faire de façon autonome. Il faut être honnête avec vous-même. Hein. Je vous invite à être honnête, et pour une question, disons, morale, mais aussi pour une question très pragmatique, parce que si vous indiquez une maîtrise d'une langue, surtout anglaise ou allemande, qui sont très recherchées en Suisse, il est très probable que le recruteur switch dans l'autre langue. Donc là, après, il faut assurer. Et si vous avez utilisé la langue, ou si vous si vous l'avez utilisé ou vous l'utilisez encore, si vous êtes en poste, une langue étrangère comme langue de travail, sur le poste de travail, indiquez-le également. Même si on peut sous-entendre cette information, par exemple, vous avez travaillé 5 ans à Londres, j'imagine que vous avez utilisé la langue anglaise pour travailler. Mais mettez-le en avant. Encore une fois, soulignez, aidez le recruteur à voir ce qu'il faut qu'il voit. Voilà. Et après, c'est très utile également. Pourquoi? Parce que quand on a une connaissance professionnelle, une utilisation professionnelle de la langue, ce n'est pas la même chose que connaître la langue tout court, par un apprentissage scolaire. Je dis toujours que moi, aujourd'hui, si je devais travailler dans une association de frontaliers italo-suisses, donc travaillant en Suisse, en Italie, j'aurais peut-être un peu du mal en italien avec certains termes que finalement j'ai toujours appris et utilisés qu'en français. Vous voyez, donc l'utilisation professionnelle d'une langue étrangère montre quand même une maîtrise d'une terminologie technique. Donc c'est quand même un plus. Bureautique. Alors là, soyez précis également. Alors indiquez tous les logiciels que vous connaissez et le niveau. Bonne maîtrise par exemple, usage professionnel. Ah, petite parenthèse, je reviens sur les langues. Il faut bannir attendez, comment vous dites en français niveau scolaire. Ça veut dire quoi, niveau scolaire? Parce que le niveau scolaire de quelqu'un de l'Europe du Sud, en tout cas l'espagnol, le français, l'italien, n'est pas forcément le même que le niveau scolaire de quelqu'un qui aurait appris la langue en Suède, la langue anglaise par exemple, en Finlande. Je fais un petit exemple comme ça, mais c'est pour vous dire que là, l'information, je ne l'ai pas. Je n'arrive pas à vous situer au niveau de votre connaissance des langues.
Je reviens sur la bureautique. Alors, donc, si vous avez aussi utilisé dans le passé certains logiciels, indiquez-le. Ça peut être utile. Peut-être c'est un logiciel qu'il est utilisé parfois dans l'entreprise auprès de laquelle vous postulez. Et surtout, lisez bien l'offre d'emploi. Si dans l'offre d'emploi, on demande un logiciel en particulier et que vous avez utilisé, je ne sais pas, il y a 10 ans, et vous faites l'erreur de ne pas relire votre CV et de ne pas le remanier par rapport à l'offre d'emploi, peut-être vous n'allez pas indiquer ce logiciel parce que tout simplement, il faisait partie du passé et vous n'y pensez pas. J'avais reçu il y a quelques années un informaticien senior, donc chevronné quand même, avec pas mal d'expérience. Donc il était venu en réalité après avoir postulé. Donc on faisait un exercice un peu bizarre dans le sens que c'était juste pour vérifier si son dossier était correct, mais il l'avait déjà envoyé. Donc moi j'ai lu l'offre d'emploi, j'ai lu son CV, je dis mince, il avait évidemment un bon nombre de logiciels qu'il maîtrisait, qu'il avait indiqué dans la bureautique, et avait mis à un moment donné virgule, 3 points, etc. etc. Voilà. Je dis, le seul logiciel qui est demandé dans cette offre d'emploi, mais il n'est pas indiqué sur votre CV, mince. Elle m'a dit, si, mais je le connais, ça fait depuis des années que je l'utilise. Je dis, mais je ne le vois pas. Ah ben, il n'était pas content, avec soi-même. Et il n'avait pas lu l'offre d'emploi et surtout, il n'avait pas retravaillé son CV. Et là, c'était bien dommage, il ne pouvait pas revenir en arrière. Centre d'intérêt. Toujours la question, est-ce qu'on met ou pas cette rubrique? Alors, comme il disait ma responsable il y a quelques années, on met cette rubrique, donc on indique les centres d'intérêt qu'ils ont un intérêt pour le recruteur. Et moi, que je suis assez, comme je disais hier aussi, assez cartésienne dans mon approche, je dis, OK, comment on peut évaluer si un centre d'intérêt est intéressant ou pas pour le recruteur? Encore une fois, je reviens sur la mission du CV. Il faut qu'ils informent, il faut qu'ils me mettent en valeur par rapport aux besoins du recruteur. Donc tout simplement, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Attention, là, ce n'est pas une règle. Ça c'est mon point de vue. Moi, j'utilise ça comme ligne guide, en fait. J'indique un centre d'intérêt seulement si celui-là informe le recruteur d'une compétence technique et d'une compétence sociale. Exemple. Je suis assistante des directions, je postule et je suis aussi par contre bénévole au sein d'une association en tant que comptable. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire au recruteur que je suis une personne dynamique, parce que d'avoir l'envie de sortir de chez soi après le travail pour aller en plus être bénévole, donc pas être payé dans une association, ça veut dire donc dynamique aussi, quand même une certaine générosité. J'ai envie quand même de donner ma contribution pour une cause commune. Donc, compétence sociale intéressante pour quelqu'un qui doit travailler en équipe, par exemple. Mais je suis en train également de donner une information sur une compétence technique. Je suis à l'aise avec les chiffres. Si en plus, je décide d'être bénévole dans le domaine comptable, ça veut dire que voilà, c'est quelque chose qui ne me pèse pas forcément. Donc ça peut être intéressant pour une assistante de direction si elle, à un moment donné, elle doit aider le directeur, par exemple, dans la lecture des comptes, des bilans, etc. Dernier point, référence. Mais encore une fois, les centres d'intérêt, par exemple, vous n'avez pas la place, pas grave, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est juste pour vous donner mon point de vue par rapport à la logique à utiliser. Parce qu'encore aujourd'hui, je lis comme centre d'intérêt lecture. Lecture, cinéma, randonnée. Je dis toujours ça, c'est la triade ici. Alors, je dis lecture. Bah oui, lecture, on est pratiquement tous alphabétisés, on dit, en tout cas scolarisés, donc on sait lire. Lecture, moi, en tant que recruteur, je retiens quoi comme information intéressante? Vous lisez quoi? Les recettes de cuisine? Vous lisez des livres? Vous lisez les panneaux routiers? Quelle est l'information? Aucune. Importante, j'entends, hein. Par rapport à mon CV, je suis là dans une démarche professionnelle. Ou bien cinéma. Oui, bon, à part la pause Covid, on y allait, on y va. Quelle est l'information que je retiens? Vous voyez? Donc posez-vous ces questions-là. En tout cas, ça c'est mon conseil. Après, ce n'est pas une rubrique ni obligatoire. Et après, pour chacun, voilà, ça relève vraiment de la subjectivité de chacun. Par contre, surtout si vous êtes candidat primo-frontalier,
c'est-à-dire que vous n'avez jamais travaillé en Suisse, c'est la première fois, voilà, vous postulez en Suisse pour la première fois, indiquez les références et indiquez coordonnées sur demande. Alors, les références, donc pourquoi si vous êtes primo-frontalier? Parce que vous n'avez pas forcément vous n'avez pas un certificat de travail suisse. Quelle différence d'un certificat de travail français contient des informations comment dire, très factuelles. Madame, monsieur a travaillé pendant cette période dans notre entreprise en exerçant cette fonction. Mais également, en Suisse, on a aussi des éléments plus qualitatifs, donc d'appréciation de votre parcours professionnel, de vos compétences. Donc, vous n'avez pas forcément ce document, alors vous pouvez mettre en avant des références personnelles en temps individuel, mais professionnel, dans le monde du travail, évidemment. Hein, on va pas mettre le nom de votre conjoint. Ou voilà. Indiquez donc le nom de 1, 2, 3 personnes avec qui vous avez déjà travaillé. Donc, indiquez également le lien professionnel et la structure au sein de laquelle vous avez travaillé ensemble. Bien évidemment, mais ça en François également, ces personnes doivent être bien au courant de cette démarche. Et d'accord. Et en principe, on va indiquer le nom de personnes qui peuvent parler positivement de nous en tant que professionnels. Donc là, j'ai terminé vraiment j'ai pris un peu de temps, désolé. Et vraiment les points principaux. Sachez par contre qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le CV et pas que quand vous êtes en recherche d'emploi en Suisse, notamment si vous n'avez jamais travaillé en Suisse. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre centre maintenant, mais surtout à nous contacter. Permanence téléphonique le mardi et le jeudi sont gratuites. Non, on les paye, mais vous pouvez y accéder même si vous n'êtes pas adhérent. Par contre, si vous voulez un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez adhérer et avoir après, comme je vous disais, un rendez-vous individuel d'1 heure, même voire de 3 heures. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis encore là. Merci, il n'y a rien. Merci. Bien.